Hey guys, atteindre le sommet de la gloire n'est pas une chose facile. En effet, le chemin peut être long et parsemé d'embûches et peut paraître interminable. Et pourtant, la personne dont nous allons parler aujourd'hui est devenue une figure emblématique de son domaine, une idole admirée de tous avant de dégringoler de son piédestal et d'opérer une descente aux enfers qui lui a valu d'être bannie de son milieu. Son nom en sera même effacé. Le 24 juin 2007, Chris Benoit, un champion de catch, doit affronter CM Punk sur le ring. Personne ne le verra. La célébrité demeure injoignable et ce que l'on va découvrir choquera pendant longtemps le monde du catch. Si les faits divers t'intéressent comme moi, n'hésite pas à t'abonner, sinon je me sers de poupie. Non, je rigole. Je rigole pas en fait. Si je te manque entre deux vidéos, n'oublie pas mon compte TikTok et Instagram que je te mets ici en description. Je suis Nathalie Cat, j'essaie de vous présenter un maximum d'affaires non exploitées dans le YouTube francophone, donc si ça t'intéresse, tu sais ce qu'il te reste à faire. Et plus on est de creepy addicts, plus on est à même de se protéger des prédateurs. Mon livre, mais je te laisse avec le générique. Chris Benoit est né le 21 mai 1967 à Montréal, au Canada. Ses parents sont Margaret et Michael et peu de temps après sa naissance, sa famille emménage dans la province canadienne de Edmonton à Alberta. Ville de plus d'1 million d'habitants, ville assez culturelle et jeune, mais aussi cosmopolite au sein de laquelle se trouve une grande communauté francophone. Mes abonnés canadiens, manifestez-vous en commentaire et dites-moi si vous connaissez cette ville et mes autres abonnés également. Mais revenons à nos moutons, ou plutôt à notre ring, car un des plus grands rêves de Chris était d'être un lutteur professionnel. D'ailleurs, croyez en vos rêves, un jour ça pourrait bien se réaliser si vous entreprenez tout ce qui est nécessaire. Alors, Believe. Ceux qui ont la référence. À 12 ans, il commence un entraînement pour atteindre son rêve. Ses parents le soutiennent et à cette période, il commence à être très fan de figures emblématiques de catch professionnel comme le Dynamite Kid, Thomas Bittington, et ses rêves prennent forme lorsqu'il commence à aller s'entraîner avec Tom, allant même jusqu'à emprunter certains de ses mouvements célèbres de lutte. Il commence à s'entraîner avec Stuart Hart, dit Stu Hart, qui est un lutteur et entraîneur professionnel. Tous ces entraînements vont finir par payer, car en 1985, si tu sais calculer, il avait donc 18 ans, Chris devient catcheur professionnel. Il a alors une carrière prometteuse et fait même des allers-retours au Japon, puis au Mexique et en Allemagne où il gagne une notoriété certaine. Il commence alors à travailler pour la Wrestling Federation, la WWE et WCW, la Japan Pro Wrestling. La carrière démarrait sur les chapeaux de roue et ce n'était pas près de s'arrêter. Il atteint donc son rêve et mieux encore, il devient une icône de lutte comme Dynamite Kid qu'il admirait tant enfant. Sa carrière dure 22 ans, incluant 22 championnats de poids lourd de WCW et le monde du poids lourd de la WWF. Alors j'ai dit WCW, mais je peux dire WCW. Le pic de sa carrière a vraiment lieu en 2004. Mais un événement va bouleverser le monde de la lutte, du catch, et Chris par la même occasion. Revenons sur sa vie personnelle. Pendant ses 22 ans de carrière, il se marie 2 fois. Avec Martina en 1988, il aura 2 enfants, David et Megan, mais ce mariage ne durera pas vu que Martina aspirait à une vie plus simple et ne voulait pas être sous les feux des projecteurs. Et Chris avait une addiction aux stéroïdes et ça la dérangeait fortement.
parce que c'était assez dur à gérer au quotidien. Avec un champion de lutte, c'était loupé. Même si elle se sépare de lui en 1997, Martina dira que Chris était l'homme le plus doux qu'elle n'ait jamais connu. Mais 1997 est aussi l'année où le scandale prend racine, car Chris commence à avoir une aventure avec la femme d'un autre lutteur, catcheur professionnel. C'est pas joli, Chris. L'autre figure de lutte, le cocu, était Kevin Sullivan. En fait, tout était scripté par la télé, par la WCW9, et ils étaient censés passer du temps ensemble, se tenir la main et même être vus sortant d'hôtel, juste pour que l'histoire soit vendue. Oui, ça va jusque-là. Et Kevin, tenez-vous bien, était d'accord pour que sa femme sorte avec Chris. Kevin rencontre sa femme Nancy alors qu'elle a 20 ans et est top modèle et mariée avec un certain Jim. Elle divorce pour lui et se marie avec lui en 1985 et c'est en 1996 que l'aventure entre Chris et Nancy débute. Et comme tout le monde s'en doute, ça évolue rapidement en réelle tromperie. C'était pas juste du faux. Et ça va faire sonner le gong de fin du mariage de Kevin et Nancy. Je sais même pas si ça se dit. Donc Chris divorce pour vivre avec Nancy. Ils ont joué à un jeu dangereux et finissent par se fiancer en février. Et le 25, ils ont leur premier enfant ensemble, un petit garçon nommé Daniel Christopher. Ils se marient en novembre et achètent une maison en Géorgie. Ils se marièrent donc et eurent un enfant et une belle maison. Tu connais la chanson de l'American Dream. Ceux qui connaissent Chris personnellement disent que c'est un père aimant qui passait du temps avec ses enfants. Parallèlement, la carrière de Chris continue de prospérer tandis qu'il quitte la WCW pour la WWE alors que sa carrière d'idole est florissante. Mais en 2003, Nancy demande le divorce pour différends irréconciliables. Elle demande aussi une ordonnance restrictive contre lui. Oui, ça va jusque-là, car il a été, je cite, cruel envers elle. Mais elle va bientôt abandonner sa procédure de divorce ainsi que sa plainte, vu qu'elle va se remettre avec Chris. Mais ça s'avérera être par la suite une grossière erreur. En novembre 2005, un drame va toucher le monde de la lutte. Eddie Guerrero, un lutteur professionnel, va être retrouvé mort dans sa chambre d'hôtel. Il est décédé d'une crise cardiaque. Chris est anéanti. C'était son meilleur ami et collègue, un peu comme un compagnon de route. Il y a même une vidéo où il se dit dévasté par la perte de son ami, mais il dit qu'il se trouvait sûrement dans un meilleur endroit à présent. Il pleure face caméra, montrant qu'il est capable d'être empathique. Cette mort va alors marquer la descente aux enfers de Chris. Nous sommes le samedi 23 juin 2007. À 15h30, le neveu de Eddie, l'ami de Chris, donc Chavo Guerrero, qui est aussi un ami de Chris, reçoit justement un message vocal de ce dernier. Dans ce message bizarre et inquiétant, il prétend que Nancy et Daniel avaient fait une intoxication alimentaire. Par conséquent, ils seraient en retard pour l'événement de la soirée au Texas. Chavo appelle Chris pour savoir ce qu'il en était et remarque qu'il avait l'air groggy et fatigué, répétant mot pour mot ce qu'il avait affirmé dans son message vocal. À la fin de l'appel, Chris dit « Chavo, je t'aime. » Ok. Bon, ils avaient l'habitude de se le dire entre collègues, ne vous enflammez pas. Mais Chavo sent à sa voix que quelque chose sonnait faux. Donc 12 minutes plus tard, il tente de le rappeler, mais Chris ne décroche pas. Chavo laisse donc un message vocal lui demandant de le rappeler. À 15h44, Chris va cependant le rappeler, lui disant qu'il était en ligne avec Delta Airlines. Il rassure son ami en disant que tout allait bien, mais qu'il était juste stressé pour son fils et sa femme. Chavo lui dit donc que s'il avait besoin de parler, il était là. Il ignorait à ce moment-là que c'était la dernière fois qu'il parlait à son ami. Ce soir-là, Chris se rend effectivement à l'événement prévu, mais il laissera ensuite un message vocal disant qu'il serait dans le vol en direction de Houston à 8h le dimanche matin. Mais ce dimanche 24 juin 2007, aux alentours de 5h, Chavo est réveillé par des textos très bizarres comme « Les chiens sont dans l'enclos de la piscine, la porte du garage est ouverte ». Et seulement quelques secondes plus tard, il reçoit le même message, mais cette fois-ci de la part de Nancy.
étrange. Puis un autre message de Chris lui donnant son adresse. C'est extrêmement random et bizarre. Chavo retourne dormir, se disant qu'il irait chercher dans quelques heures Chris à l'aéroport. Le gars ne stresse pas du tout. En réalité, les messages bizarres avaient été envoyés à plusieurs personnes. 3 heures plus tard, donc à 8 heures tapantes, Chavo se rend à l'aéroport pour accueillir Chris, mais comme vous vous en doutez, il est aux abonnés absents. En fait, Chris avait prévenu la WWE qu'il serait en retard car il avait emmené son fils malade qui vomissait à l'hôpital et qu'il prendrait un autre vol pour Houston où un combat de championnat poids lourd contre CM Punk était prévu. Mais il ne se rendra jamais à l'événement et son portable restera muet. Lundi 25 juin 2007, tout le monde commence à s'inquiéter car personne n'a eu de nouvelles depuis un jour. Chavo se rend compte que les autres ont reçu les mêmes textos étranges de Nancy et Chris, donc il va voir le vice-président de la WWE pour les lui montrer. À ce moment-là, le chef de la sécurité appelle la police à la bonne heure. Et c'est à 14h30 que la police se rend donc au 130 Green Meadow Lane et ce qu'ils vont découvrir va leur glacer le sang. Dans une chambre à l'étage, Nancy est découverte sans vie, son corps enveloppé dans une serviette et un exemplaire de la Bible à ses côtés. Elle avait les mains et les pieds liés et d'après ses blessures, c'était comme si quelqu'un avait appuyé sur son dos avec son genou tout en enroulant une corde autour de son cou, entraînant sa mort par strangulation. Vu l'état de décomposition dans lequel le corps se trouvait, la police déduit qu'elle est morte vendredi 22 juin, soit 3 jours avant. Quant au fils de Chris et Nancy, le petit Daniel est retrouvé mort, étouffé dans sa chambre, avec une Bible disposée à côté de son corps. Il a des blessures internes au niveau de la gorge et les toxicologues trouvent des traces de Xanax, qui est un anxiolytique dans son organisme. Donc c'est un traitement contre l'anxiété ou pour le sevrage de l'alcool. Il avait ça en grande quantité dans son organisme, ce qui signifie qu'il était probablement inconscient quand il a été tué. Son corps était moins décomposé que celui de sa mère, prouvant peut-être qu'il a été tué après Nancy. Chris, quant à lui, fut retrouvé mort dans sa salle de sport personnelle, pendu à une de ses machines de poids, en utilisant une corde et le poids des poids justement pour être étranglé. Une petite Bible est également placée à côté de lui. On découvre aussi 10 canettes de bière vides et une bouteille de vin vide à côté de son corps. La nouvelle de la mort de Chris et sa famille a un retentissement funeste dans le monde de la lutte. Le show de 3 heures qui devait avoir lieu le soir même est remplacé par un hommage à Chris et Nancy, ainsi que Daniel. On annonce également le début de l'enquête. La police n'a aucun suspect et pour cause, les enquêteurs soupçonnent Chris d'avoir assassiné sa famille avant de mettre fin à ses jours. Le promoteur de catch, en apprenant ça, Vince McMahon, va faire une déclaration visant à se détacher entièrement de Chris. On retire même le nom de Chris des sites, publications et diffusions de la compagnie. Et ça peut se comprendre. La question que vous devez vous poser à présent, c'est pourquoi Chris avait été décrit comme un père aimant qui passait du temps avec sa famille malgré sa vie professionnelle ô combien chargée. Un rapport des toxicologues révèle que le corps de Chris comportait des taux de testostérone élevés. Selon l'avocat de la WWE, Chris était en fait sous traitement de testostérone afin de freiner son addiction aux stéroïdes. Alors, est-ce que l'augmentation dans son organisme de testostérone pouvait expliquer sa violence et ses crimes ? Autre théorie populaire, Chris avait eu plusieurs commotions cérébrales non soignées, ce qui aurait à terme atteint sa santé mentale. On fait donc une analyse de son cerveau et en effet, ce dernier était si endommagé qu'il ressemblait à celui d'un patient de 80 ans atteint d'Alzheimer. J'ai envie de dire le pauvre, mais j'ai du mal. Selon les experts, ça aurait joué un rôle prépondérant dans ses crimes. Donc la violence répétée tout au long de sa carrière et les coups qu'il a encaissés auraient eu un effet néfaste sur son cerveau. On ne peut nier en effet cet impact considérable, pouvant mener à des comportements extrêmes comme les suicides, vu les caractéristiques anormales de son cerveau.
Les coups répétés sur la tête provoquant des commotions cérébrales sont souvent pris à la légère. C'est sous-estimé et dans le catch, ce n'est pas une rareté. Les commotions cérébrales sont en fait des lésions au niveau du cerveau pouvant perturber son fonctionnement. Elles peuvent par exemple provoquer des maux de tête, des problèmes de coordination ou des problèmes de mémoire, d'où l'aspect du cerveau de Chris qui ressemblait plus au cerveau d'un patient âgé de 85 ans et atteint d'Alzheimer. J'ai légèrement l'impression d'être un avocat de la défense là. Et pour venir à bout d'une commotion cérébrale, le repos est indispensable, ce que Chris n'a pas fait en étant un catcheur professionnel, travaillant sans relâche, donc c'était un petit peu peine perdue. Sous l'effet du choc, le cerveau est déplacé à l'intérieur du crâne et les commotions les plus fréquentes sont associées à des sports violents tels que le catch, bien entendu, le judo, mais aussi le football et le rugby. Le choc peut être brutal et c'est le même trauma pour le cerveau qu'une voiture jetée à toute vitesse contre un mur de briques. Donc vous voyez les dégâts que ça peut causer sur un cerveau de sportif. Une voiture lancée à 70 km/h. Imaginez-vous une seule seconde. Et commotion après commotion, les lésions peuvent devenir de plus en plus importantes. Et le risque d'Alzheimer est multiplié, ainsi que les risques de troubles de la personnalité. On a vu que la personnalité pouvait fortement être modifiée, comme c'est le cas avec des grands boxeurs tels que Mike Tyson. Nous avons donc vu les risques de commotion à répétition, mais rappelez-vous la prise de testostérone de Chris, afin de pallier à son addiction aux stéroïdes. Et les conséquences peuvent être très néfastes également. Par exemple, quand le taux d'injection dépasse la normale, comme c'était le cas de Chris, les patients peuvent alors être irritables, avoir des sautes d'humeur, des changements d'humeur, et le risque de passage à l'acte hétéro-agressif n'en est que décuplé. Et rappelez-vous le choc émotionnel dû à la mort de Eddie Guerrero chez Chris. Peut-être que ça a été l'élément déclencheur qui a fait que Chris a littéralement pété un câble par la suite. Et on se rappelle que Nancy voulait quitter à un moment donné Chris par rapport à son comportement violent. C'était un signe avant-coureur. Alors selon vous, que s'est-il passé ? Chris a-t-il tout simplement pété un câble par rapport à sa prise répétée de testostérone et ses multiples commotions cérébrales ne seraient pas étrangères à ce pétage de plomb ? Chris est-il à 100% responsable ? On souhaite énormément de courage à la famille de Chris et à son entourage. Et ses deux enfants aînés qui sont désormais orphelins de père, on le rappelle, et traînent une sinistre réputation. Comme d'habitude, si l'affaire t'a intéressé, n'hésite pas à me le faire savoir, à liker la vidéo, à commenter, je lis tous les commentaires, à t'abonner si cela n'est pas déjà fait. Ça ne mange pas de pain et ça agrandit la famille. Si tu es resté jusque-là, commente Daniel et Nancy et donne-moi tes théories. Et comme d'habitude, si je te manque entre deux vidéos, n'hésite pas à me rejoindre sur mon TikTok et mon Instagram. Je publie quotidiennement. Voilà, et mes livres, je te les mets en barre de description. Je te mets aussi des affaires similaires en suggestion dans le petit i, ou des affaires juste intéressantes comme ça. Prends bien soin de toi, fais du sport avec modération, prends soin de ta famille aussi et de tes proches, surtout pendant ces vacances qui sont aussi chaudes que les enfers. And remember, you rock.